Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Q&A. Plein de questions super cool encore aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Ok, on commence direct. Alors la première question, tu n'es pas nutritionniste et tu dis souvent que tu n'es pas coach fitness. Donc je sais qu'on sort un peu de ton domaine de prédilection. Mais comment est-ce que le self-care est passé par la nutrition pour toi? Est-ce qu'il y a des régimes ou habitudes alimentaires qui t'ont aidé à stabiliser ton poids et à te sentir en forme, en bonne santé? Alors, effectivement, c'est pas le domaine où je me sens où je me sens habilitée à donner des conseils. Donc clairement, tout ce que je vais dire, c'est ce qui a fonctionné avec moi. Euh, mais le self-care a commencé avec la nutrition, en fait, pour moi. C'est mon surpoids. C'est un léger surpoids, mais c'est un surpoids quand même. Et ma santé mentale qui m'ont motivée à prendre davantage soin de moi. Je me suis renseignée sur un forum que je connaissais bien, où je savais que l'information était fiable. C'était HFR, si vous connaissez, ceux qui savent. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à mieux manger. Ça n'a rien été de révolutionnaire, c'était pas un régime particulier, Weight Watchers ou quoi du tout. Pas du tout, pas du tout. Vraiment simplement en fait apprendre les bases de la nutrition que j'avais perdues ou que je n'avais jamais vraiment acquises. Introduire plus de fruits, de légumes et de légumineuses dans mon alimentation, moins de sucre et de fast-food, donc vraiment la base quoi. Mais je pense que pour beaucoup de personnes, en fait, revenir à la base, c'est tout ce qu'il faut. Mais en tout cas, pour moi, c'était pas beaucoup plus compliqué que ça. Et une fois que j'ai atteint le poids que je voulais, j'ai été un peu moins stricte. Et maintenant, on est 10 ans plus tard et j'ai la chance de savoir comment rattraper le tir quand je sens que je glisse un peu et que je commence à prendre un peu plus de poids. Donc, j'ai aussi complètement changer de mindset autour de l'hygiène de vie et du self-care en général. Donc maintenant, c'est vraiment... Voilà, avant, je mangeais par habitude, par confort, pour la gestion des émotions, enfin pour plein de raisons qui étaient loin de me nourrir. Et maintenant voilà, il y a toujours bien sûr d'alimentation, plaisir, comfort food, tout ce que vous voulez. Mais je cherche avant tout à me nourrir parce que j'ai aussi gagné en confiance en moi et pour moi c'est important de bien nourrir mon corps, de lui donner l'énergie dont il a besoin, une énergie saine, voilà. Ce qui m'aide beaucoup aussi, sinon pour peut-être répondre un peu plus à ta question, je sais pas, ce qui m'aide beaucoup, c'est l'intermittent fasting, le jeûne intermittent, que j'ai commencé complètement par hasard et que je ne suis pas de façon hyper stricte d'ailleurs, parce que c'est pas quelque chose, c'était pas quelque chose que j'ai décidé de commencer à faire. C'est juste que je me suis rendu compte, c'était en tout début d'année, en janvier, que j'avais jamais faim le matin. Et en fait, je mangeais un petit déjeuner de façon automatique vers 9 h, mais sans faim particulière. Et que par contre, quand je mangeais un petit déjeuner, donc vers mes 9 h, à 12 h, je crevais la dalle. Et je me suis dit, mais je me demande combien de temps j'aurais pas faim en fait si je mangeais pas automatiquement mon petit déj. Et je me suis rendu compte que je commençais à avoir faim vers midi. Et je me suis dit, bon, autant ne pas manger de petit déjeuner, enfin de prendre mon petit déjeuner beaucoup plus tard. Ça me semble me convenir beaucoup plus. Et en parallèle de ça, je me suis rendu compte que je grignotais souvent des conneries devant Netflix le soir. Et là, par contre, je pouvais facilement défoncer un paquet de popcorn ou manger un pot de glace entier de façon très mindless devant une série. Et donc, je me suis en gros donné la règle de ne plus manger après 20 h et de voir si les cravings passeraient d'elles-mêmes. Et ça a été le cas. Donc voilà, du coup, en fait, je mange pas entre 20 h et midi le lendemain, donc ça fait un jeûne intermittent et ça me va vachement bien. J'ai perdu un peu de poids et puis j'ai pas faim et je suis bien. Donc voilà. Et puis j'aime bien le fait, encore une fois, que pour le coup des 20 h, la règle à 20 h, c'est une décision à prendre une fois et puis j'ai plus besoin d'y penser, de négocier avec moi-même, de me dire est-ce que je mange un petit truc, est-ce que je mange pas,
Et, et voilà, pour moi, tout ce qui peut m'économiser de l'énergie, c'est du bénéf. Ok, très longue réponse à cette première question. J'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. D'ailleurs, je parle à la personne qui m'a posé la question, mais c'est pareil pour vous si vous écoutez ce podcast. N'hésitez pas à me faire vos retours. La deuxième question, qui n'est pas vraiment une question, mais que je vais répondre quand même, c'était j'aimerais être guidée pour faire quelques instants de pleine conscience. Du coup, alors, pour toi, j'ai plein de petites vidéos de respiration et de courtes méditations dans la Yogatech. Tu peux aller fouiller là-dedans, tu trouveras forcément ton bonheur, je pense. Plein de mini pratiques comme ça, je pense que les plus courtes font 3 minutes, donc c'est vraiment facile à caser. Et puis, si vous écoutez ce podcast et que vous ne faites pas partie de mes clients, vous pouvez simplement m'envoyer un petit message, un DM sur Insta ou ailleurs, et je vous enverrai une petite vidéo pareil pour faire quelques instants de pleine conscience, de façon guidée, ce qui est toujours plus facile, surtout quand on démarre. Ok, question suivante. Comment la discipline de yoga évolue ces dernières années et comment restes-tu à jour? Alors c'est une vaste question aussi parce qu'elle évolue de plein de façons différentes, la discipline du yoga, surtout qu'elle a complètement explosé depuis les années 90 et encore plus récemment. Donc il y a eu par exemple un grand mouvement MeToo où il y a eu de nombreux gourous qui ont été pointés du doigt parce qu'ils se permettaient des attouchements sur leurs élèves qui allaient au-delà de l'ajustement physique, très au-delà. Donc il y a eu toute une discussion autour de ça et du pouvoir de certains yoga teachers, de certains profs de yoga et même gourous spirituels qui, voilà, il y a toujours ce genre de dérives qui viennent très facilement dans ce genre de discipline. Il y a toujours d'ailleurs un grand mouvement de désappropriation culturelle parce que les voix indiennes ont été très fortement occultées au profit des voix occidentales avec la montée en popularité du yoga et donc il y a un mouvement qui essaye de remédier un petit peu à ça et c'est très bienvenu, dit-elle sur son podcast de Blanche. Et puis bon, après, dans chaque discipline, enfin dans chaque style de yoga, parce qu'il y a plein de styles de yoga différents, j'imagine que, enfin, il y a plein de choses qui évoluent en permanence, mais en ce qui me concerne, dans mon approche qui est très thérapeutique, pour rester à jour, j'étudie constamment, en fait, avec mon école de formation, Yoga Medicine. J'assiste à des conférences. Cette semaine, j'ai commencé à assister à une conférence en ligne. J'ai beaucoup à rattraper. C'est extrêmement intéressant, mais c'est très dense. Je suis des formations, par exemple orthopédiques, pour mieux comprendre l'anatomie des épaules, du bassin, de la colonne vertébrale, tout ça, la physiologie, la neurobiologie, tout ça. Parce que la science évolue constamment et la science du yoga encore plus parce que les études commencent vraiment à sortir et c'est passionnant d'être en plein dedans et de voir comment ça évolue jour après jour en fait. Et puis bon, j'écoute plein de podcasts et je suis plein de comptes Instagram, notamment de kiné. C'est génial parce qu'on a vraiment accès à une foule d'informations maintenant et donc on n'a vraiment aucune excuse pour être ignorant de nos jours. Et voilà, c'est à peu près comme ça que je me tiens à jour. Je n'arrête pas. Alors, question suivante. Le yoga du visage, nouvelle trend des réseaux sociaux, info ou intox? Oh putain, ne m'en parle pas. J'ai dû la bloquer celle-là parce que j'en pouvais plus de ces conneries. Si ça a une visée esthétique, désolé, mais c'est pas du yoga pour moi. C'est comme ça. On peut appeler ça de la gymnastique du visage si on veut, mais c'est pas du yoga, pitié. Non. J'ai aucune idée de si ça marche. Elle a clairement une très belle peau, cette dame. Je sais pas s'il y en a plus qu'une, en tout cas je vois toujours la même. Mais franchement, pour réduire les rides, crème hydratante, crème solaire, 8 heures de sommeil, pas de cigarette, manger des fruits, ce sera bien plus efficace que toutes ces bêtises.
Question suivante. Peux-tu nous expliquer les principes yin et yang dans la pratique du yoga que tu mentionnes parfois? Ça appartient à l'origine à une philosophie plus large en rapport avec le yin et le yang chinois, par exemple? Tout à fait. C'est tout à fait ça. Ça vient du yin et du yang chinois, de la médecine traditionnelle chinoise, je pense que ça s'appelle en français. On a d'un côté donc le yin qui est plus calme, statique, froid, et le yang qui est plus dynamisant, actif, qui crée de la chaleur, du mouvement. Voilà. Et dans les pratiques yin, donc comme le yin yoga, en fait, moi j'ai appris ce concept de yin et yang via le yin yoga, qui est un style de yoga particulier où on reste dans les postures de façon passive pendant une longue durée, pendant plusieurs minutes. Et voilà, on essaye de calmer le système nerveux dans le yin yoga. On est vraiment dans cet esprit de calme, statique, froid, down regulate, quoi. Vraiment l'étirement qui est long, passif et ouais, le plus passif possible. Et dans les pratiques yang, au contraire, on essaye de stimuler le système nerveux, de faire bouger les choses, de faire circuler les choses. On est dans des pratiques plus dynamiques, énergisantes, pour se réveiller le matin, par exemple. Donc oui, ça vient complètement de là, du yin et yang chinois, et donc plus particulièrement dans le cadre du yoga. En tout cas pour moi, c'est là que je l'ai vu dans le yin yoga. Et J'aime beaucoup en fait ce concept de yin et yang qui se rapproche beaucoup du système nerveux, donc sympathique et parasympathique, du fight or flight et du rest and digest, donc de cette dualité, même si dans les faits on n'est pas dans du tout noir ou tout blanc, on est dans une nuance entre les deux, mais voilà, ça aide à comprendre en fait et à simplifier un peu les choses. Je vais faire la dernière question. La dernière question, c'est quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui n'ose pas faire du yoga seul? Alors, avant de donner des conseils, j'essaierai de savoir pourquoi tu n'oses pas faire du yoga seul, si c'est par peur de mal faire les choses, ou si c'est parce que tu sais pas quoi faire, parce que tu sais pas quand faire, tu sais pas pour quelle durée, etc. Donc j'essaierai de comprendre un peu ta situation, de voir pourquoi, et on partirait de là, en fait, parce que je peux dire plein de choses, mais sans savoir la raison pour laquelle tu n'oses pas faire du yoga seul, je risquerais de tomber complètement à côté de la plaque. Voilà, donc après en fonction donc, de tes besoins, de tes capacités et au niveau du temps aussi, de ton planning, de ce que tu peux faire de façon réaliste, je te donnerai des exercices simples pour commencer, peut-être une salutation au soleil ou des étirements au sol ou quelque chose de tout simple, de tout doux, de très accessible et avec un plan à suivre. Et puis on l'ajusterait au fur et à mesure en fonction de ton ressenti, de ta confiance en toi, de ce que tu penses avoir besoin et de ce que tu te sens capable de faire. Et voilà. Donc voilà, n'hésite pas à me dire, à revenir vers moi, à me dire pourquoi tu n'oses pas faire du yoga seul. Dernière chose que je dirais, je pense, c'est juste qu'il y a quand même très peu de chances que tu fasses mal les choses en fait. Le yoga, tant qu'on est... L'idée principale c'est d'être vraiment à l'écoute de son corps. Donc j'ai souvent des élèves au début qui me disent qu'ils ont peur de mal faire les postures et de se blesser, tout ça. Il faut y aller, hein. Il faut y aller pour se blesser parce que le corps, surtout qu'on travaille en poids du corps, donc c'est pas comme si on levait des haltères de 50 kilos. Le corps est vraiment très résilient, très fort, très solide. Donc il faut y aller pour vraiment se blesser. Voilà. Après, c'est sûr qu'on peut se blesser en faisant par répétition, en fait, en faisant constamment un mouvement de façon inappropriée, avec une technique pas forcément idéale. Mais voilà, c'est vraiment... Il faut y aller, quoi. Voilà.
Ok, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos remarques et vos gentils mots. Et les moins gentils aussi, mais bon, évitez. Et passez une excellente journée. N'hésitez pas à aller voir dans les notes de l'épisode. Et oui, avant de partir, je parle juste quand même vite fait de mon Put Yourself First. J'en parle tous les jours, je suis désolée si vous me suivez sur Instagram. Non, mais c'est ma petite série d'emails qui commence lundi pour vous aider à booster votre motivation, à vous donner envie de prendre soin de vous. Je vais donner des prompts. Je ne sais jamais comment traduire le mot prompt, journaling prompt en français, donc c'est un métier la traduction et ce n'est plus le mien. Mais des pistes de réflexion, disons, pour gagner en clarté, pardon, pour gagner en clarté par rapport à vos besoins, à vos envies et à votre motivation pour prendre soin de vous. Donc voilà, je m'arrête ici. N'hésitez pas à aller voir dans les notes de l'épisode où je m'exprime beaucoup mieux. Et à très bientôt. Au revoir.